Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le Barça et le Real Oviedo. Déplacement à Oviedo. Enfin, on quitte le Johan Cruyff Stadium parce que j'en peux plus de ce stade très clairement. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Commençons directement par le Real Oviedo. Pour ceux qui ne le savent pas, le Real Oviedo, c'est une équipe qui était en deuxième division depuis maintenant quelques années. Et cette année, en tout cas l'année dernière du coup, ils ont réussi à monter par les barrages d'accession en Liga. Donc ça fait depuis la saison 2000-2001 qu'ils n'étaient pas montés en Liga. Donc ça date, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Et ils sont quand même descendus en troisième division pendant littéralement 6 saisons. Donc c'est vraiment énorme. Et ça fait là depuis 10 ans quasiment qu'ils sont en Liga B. Et du coup ils ont terminé 4e la saison dernière. Et ils ont réussi à se qualifier, comme j'ai dit, par les barrages d'accession. Concernant un peu leur début de saison, bah forcément quand t'es promu c'est assez compliqué, t'es vraiment là pour te maintenir et pas plus, hormis vraiment cas ultra spécial, mais en tout cas c'est pas le cas d'Oviedo. Eux ils sont là vraiment pour se maintenir et d'ailleurs ça se voit au classement, ils sont 17e, c'est extrêmement compliqué. Une seule victoire en 5 matchs et en plus ce qui est plutôt inquiétant c'est qu'ils ont joué des adversaires plutôt moyens, même s'il y en a qui sont plutôt durs. Au début c'était vraiment 2 matchs très compliqués face à Villarreal et face au Real Madrid, défaite 2-0 contre Villarreal et défaite 3-0 contre le Real, donc en soi ça semble plutôt logique, mais c'est après où c'est un peu plus inquiétant. Ils ont quand même réussi à prendre une victoire contre la Sociedad qui va extrêmement mal et qui est d'ailleurs 18e au classement, 1-0, et après c'est 2 défaites face à Getafe et face à Elche qui sont quand même des adversaires que je qualifierais de faibles voire de très faibles, même s'ils font un début de saison, Elche est 6e et Getafe est 8e, on l'a vu notamment pour Getafe, leur classement est très trompeur et leur niveau de football est quasiment nul, voire nul. D'ailleurs je suis gentil, je pense qu'ils ont plus de niveau dans d'autres sports du style MMA, catch, enfin vous voyez où je veux en venir, que sur le foot, et pourtant le Real Oviedo n'a pas réussi à prendre un point. C'est quand même assez parlant, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit prendre cette équipe à la légère, parce que j'ai regardé le match face au Real Madrid et franchement le Real Oviedo propose du football. C'est une équipe qui, je pense, ne va pas arriver pour mettre le bus face à nous. Ils vont essayer des choses et face au Real c'était vraiment extrêmement intéressant. Après on le sait, face au Real tu peux être bon et tu vas quand même perdre, c'est logique, mais ils ont quand même proposé pas mal de choses, leur jeu était intéressant et ils étaient pas loin à chaque fois de revenir à un partout. On rappelle quand même que le Real a pris quasiment 1 heure pour mettre le deuxième puis le troisième but, donc ils étaient vraiment pas loin à chaque fois d'égaliser. Ça reste quand même une équipe dangereuse et qui va enfin proposer du football, donc ça c'est plutôt cool. Concernant leur effectif, forcément c'est une équipe qui monte, donc niveau effectif on va être extrêmement limité. Ils ont en défense David Carmo qui est notamment passé par de grands clubs portugais comme Porto ou Braga. Ils ont aussi Eric Bailly qui est lui passé par l'OM ou encore Manchester United, donc un très gros joueur vraiment bien expérimenté, c'est plutôt bien pour eux. Ils ont aussi Brekalo, très bon joueur, qui est passé notamment par Wolfsburg, c'est là où il a été le meilleur. Et ensuite leur gros star, sans aucun doute, c'est Santi Cazorla. Alors il n'est pas titulaire, en même temps c'est un peu logique au vu de son âge, on parle quand même d'un mec qui a 40 ans, je sais pas si on se rend compte, et il joue encore en première division, donc la performance est exceptionnelle, mais voilà, il est clairement là dans un rôle de remplaçant pour accompagner son équipe, et je trouve ça très logique. Concernant leur... Donc clairement, on le voit, le Real Oviedo, malgré quelques éléments comme Carmo, Eric Bailly et Santi Cazorla, etc., c'est vraiment un effectif qui reste très limité, et c'est logique pour un club qui monte en première division. Et d'ailleurs, j'aimerais juste revenir, avant de passer au Barça, sur leurs statistiques. En 5 matchs, c'est 8 buts encaissés, donc en soi c'est énorme parce que c'est 1,6, mais pour un promu qui joue contre le Real et Villarreal c'est pas non plus une dinguerie, mais un but marqué en 5 matchs, ça fait 0,2 buts par match. Je sais pas si on se rend compte. Leur seul but, ils l'ont marqué contre la Real Sociedad et heureusement pour eux, ils ont gagné ce match parce que sinon, ils seraient, je pense, très clairement derniers. Mais on voit quand même qu'ils ont un très gros problème en attaque et en défense aussi, c'est pas mieux non plus. En tout cas, voilà, ça c'était concernant le Real Oviedo. Concernant le Barça, cette semaine, on a eu la cérémonie du Ballon d'Or. On a été plutôt bien lotis puisqu'on a pris les 2 trophées Copa, c'est-à-dire le meilleur jeune, la meilleure révélation si vous voulez, comme vous préférez, du monde. On a eu aussi le Ballon d'Or féminin et le trophée Gerd Müller féminin qui correspond à la joueuse qui marque le plus de buts possible. Donc clairement, encore une fois, on voit notre domination totale au niveau féminine et on commence à revenir petit à petit très clairement au niveau des hommes avec, je le rappelle, Yamal qui a fini
meilleur jeune, mais il a aussi été second au Ballon d'Or. Rafinha a fini 5e. C'est une dinguerie, mais c'est pas plus une dinguerie que Pedri 11e. Là, c'est juste du délire. Il est derrière Palmer. Et je ne parle même pas de Lewandowski 17e derrière Vinicius. Enfin bon, c'est des votes qui vont être catastrophiques. Tout le classement est catastrophique. Donc passons. Mais je trouve quand même que voilà, ça reste plutôt pas mal et on repart avec pas mal de trophées. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'était concernant le Ballon d'Or. Maintenant, on va passer aux plutôt mauvaises nouvelles. On a perdu Fermin lors du match face à Retafe où je n'ai pas fait de débrief parce que moi, vous le savez, hein, faire des débriefs de Retafe, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon trip. Je crois que j'en ai jamais fait, peut-être un ou deux, mais max. Donc franchement, ne vous étonnez pas hein, si à chaque fois il n'y a pas de débrief contre Retafe. Moi, débriefer la même chose à chaque fois pour dire oui, alors c'était un enfer puisque ils n'ont pas voulu jouer au football. Bon, voilà, on souffle très clairement et moi j'ai pas que ça à faire. Face à Retafe, on a perdu Fermin pendant 3 semaines environ. Donc bien évidemment, je vous le dis, hein, il loupe le match contre le PSG, ça fait chier, mais Olmo a fait un plutôt bon match, même très bon match contre Retafe. Donc à voir, hein, c'est son moment hein, pour produire un très très bon football et gagner des points dans la course à la place de titulaire contre Fermin tout simplement. Et également Gavi, parce qu'il y a des nouvelles sur Gavi qui a été opéré de son, je sais plus c'était quoi sa blessure, en tout cas il a été opéré et le médecin s'est rendu compte dans l'opération que c'était encore plus grave que prévu et donc c'est 5 mois de blessure pour Gavi, donc on le revoit pas, j'ai calculé avant mars environ. Donc c'est super, on rigole bien ici. Je suis dégoûté pour Gavi qui revenait franchement bien depuis sa blessure et là un an plus tard directement il se reprend 5 mois, c'est ultra triste et en plus heureusement heureusement vraiment qu'on n'a pas vendu de milieu parce que soi-disant on avait trop de milieu. Oui super, réfléchi comme ça, comme si on allait avoir aucune blessure. Franchement on a bien fait de pas vendre Casado, ni Fermin, ni qui vous voulez. C'est vraiment un très très bon choix de notre part parce que là même avec 2 blessés on voit que on est large encore, donc c'était une très bonne idée. Toujours pas de retour de Baldé et de Yamal. Baldé reviendra pour la Sociedad ce week-end, ça c'est sûr. Et Yamal, c'est aussi son but de revenir pour la Sociedad, mais là c'est moins sûr par contre. Donc ça c'était concernant les blessés. Ce que j'attends sur ce match de la part du Barça, clairement, hein, c'est une victoire facile, sans trop de difficultés. J'aimerais bien beaucoup de buts. Quand je dis beaucoup de buts, c'est Valladolid bis. Donc je pense que vous comprenez assez bien là où je veux en venir. C'est-à-dire un 7-0, voilà, au moins 4-5 buts. Un 4-0 me contenterait très clairement. Mais voilà, bien assiéger cette équipe du Valladolid, leur mettre la pression. Le pressing va être, je pense, une clé où si on arrive à les presser bien haut, etc., ils arriveront pas à construire leur jeu. Faudra faire quand même attention à ne pas laisser trop d'espace derrière nous, même si je trouve que là, on s'est récemment amélioré sur la défense, ça commence à prendre, donc je suis plutôt content sur cet aspect-là. Mais, et voilà quoi, enfin, on va pas se mentir que de ce que j'ai vu, le Real Oviedo est quand même l'une des équipes les plus faibles de la Liga. Un but marqué en 5 matchs, franchement, c'est ridicule, mais quand je dis c'est ridicule, je suis très gentil. Donc je pense qu'on a rien à craindre de cette équipe, mais faudra quand même être sérieux, valider la victoire dès la première mi-temps, voire même dès la première demi-heure, leur mettre 3-0 et comme ça on n'en parle plus, finito. Pour moi, elle est là la clé, finir tranquillement pour après faire tourner, comme ça tu peux faire tourner du Rafinha, du Pedri, enfin bref, les joueurs dont tu sais qui vont cravacher toute l'année avec 90 minutes tout le temps. Là, tu vois, le début de saison, c'est le moment un peu de faire reposer les troupes quand tu as ce genre de match et que tu arrives à mener assez rapidement. Donc pour moi, il est là l'objectif. Ensuite, passons au 11 idéal pour les cages. Toujours Yohan Garcia. Pas inquiété contre Retafe, donc super. Franchement, Yohan Garcia, de toute façon, toujours aussi énorme dans ses cages. Ensuite, en défense, je reste sur la même défense que d'habitude, c'est-à-dire à droite, Koundé, à gauche, Gérard Martin et en défense centrale, Koubarsi aligné avec Christensen. Je veux Christensen, je le répète, je veux Christensen, je n'en peux plus d'Araujo. Araujo est plutôt bon, en tout cas c'est passable hein, largement sur ce début de saison, mais on voit quand même très clairement la différence avec Christensen et qui en plus pour moi, hein, toujours je le répète, est largement plus compatible avec le plan de jeu de Flick. Je ne comprends pas que Flick ne le voie pas. Ensuite au milieu, donc là double pivot Frenkie de Jong et Pedri avec Frenkie de Jong comme d'habitude un peu plus bas. Et du coup en numéro 10, ça coule de source, je mets Olmo parce que Fermin n'est pas là. Et pour finir en attaque, à droite je mets Rafinha, à gauche je mets Rashford jusqu'à la logique. Et en numéro 9 je vais mettre Lewandowski. Même si Ferran Torres a mis un doublé sur le match précédent, je préfère mettre Lewandowski parce que Lewandowski doit se mettre en confiance sur ce début de saison. Et je l'ai trouvé pour l'instant vraiment extrêmement bon, malgré qu'il ait marqué entre guillemets qu'un but. Franchement, son niveau de jeu est vraiment beaucoup plus élevé je trouve que la fin de saison dernière où c'était littéralement catastrophique et dès qu'il touchait un ballon c'était balle perdue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je publie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow et moi je vous dis tchuss.